Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à un événement qui se déroule en 1666. Londres est victime du plus grand incendie de son histoire. Durant 4 jours et 4 nuits, l'incendie a démarré dans l'arrière-boutique d'un boulanger qui se situé non loin de London Bridge. La gravité de destruction qu'il engendre a tellement marqué les esprits qu'aujourd'hui encore, il demeure dans les esprits des Britanniques. Revenons ensemble sur les heures sombres de la capitale anglaise de 1666. Dans les années 1660, Londres est de loin la plus importante ville de Grande-Bretagne. Avec plus de 500 000 habitants, elle compte parmi les plus peuplées d'Europe. Mais comparé au style baroque de sa voisine d'outre-Manche, les nombreuses maisons de bois qui composent les rues londoniennes paraissent archaïques. En 1665, la ville doit d'ailleurs affronter une grande épidémie de peste qui fait plus de 100 000 victimes. Londres a du mal à mettre fin à l'épidémie avec l'état désastreux de ses rues. Les bâtiments de bois apparaissent comme des risques pour l'avenir de la cité. Précaires, fragiles et facilement aux proies aux incendies, ces maisons sont apparues pour loger simplement la très nombreuse population arrivée rapidement à Londres. La célèbre City de Londres ne fait pas exception. Ce quartier d'affaires qui apparaît déjà en ce milieu du XVIIe siècle comme le poumon économique de la capitale anglaise est constitué lui aussi de maisons en bois. Avec de tels bâtiments, une seule étincelle et tout s'embrase. Les contemporains en sont conscients, mais les travaux sont trop grands pour la jeune monarchie qui est restaurée que depuis 6 ans. Les caisses de l'État sont vides et le trône de Charles II est fragile, lui qui a dû reconquérir sa couronne à la suite du protectorat de Cromwell et de son fils. La grande épidémie de peste qui frappe Londres à partir d'avril 1665 avec plus de 7000 morts pour la seule semaine du 17 septembre, le roi, sa famille et la cour doivent quitter Londres en juillet pour Salisbury tandis que le Parlement se réunit à Oxford. Les diverses tentatives menées par les responsables de la santé de Londres pour endiguer l'épidémie échouent et la maladie se propage rapidement. Les cas de peste diminuent au cours de l'hiver et Charles II retourne à Londres en février 1666. La ville de Londres est essentiellement médiévale par son plan de rue. Un dédale surpeuplé de ruelles étroites, sinueuses et pavées. Plusieurs incendies majeurs se sont déjà déclarés avant 1666, le plus récent en 1633. La construction en bois et la toiture en chaume étaient interdites depuis des siècles, mais ces matériaux bon marché continuent d'être utilisés. La seule grande zone construite avec de la brique ou de la pierre était le centre riche de la ville, où les demeures des marchands et des courtiers se trouvaient sur des terrains spacieux entourés d'un anneau intérieur de paroisses, pauvres, surpeuplés, dont chaque centimètre d'espace de construction était utilisé pour accueillir la population en croissance rapide. Pour rénover et moderniser la ville de Londres, il faut de l'argent, et Charles II, fraîchement restauré, n'en possède pas. Depuis 1640, le Portugal de Juan IV puis de son fils Afonso VI mène une guerre contre l'Espagne de Philippe IV pour restaurer son indépendance, après une union ibérique de 60 ans entre les couronnes d'Espagne et de Portugal. Le Portugal avait été aidé par la France, mais dans le traité des Pyrénées de 1659, le Portugal a été abandonné par son allié français. Les négociations avec le Portugal pour le mariage de Charles II avec Katharina de Bragance ont commencé pendant le règne de son père et après la Restauration, la reine Louisa de Portugal, agissant en tant que régente, a réouvert les négociations avec l'Angleterre, qui ont abouti à une alliance. Le 23 juin 1661, un traité de mariage est signé. L'Angleterre a acquis la dot de Katharina de Bragance, à savoir la ville de Tanger, en Afrique du Nord, et les 7 îles de Bombay, cette dernière ayant été une influence majeure sur le développement de l'Empire britannique en Inde, ainsi que des privilèges commerciaux au Brésil et aux Indes orientales. La liberté religieuse et commerciale au Portugal est de 2 millions de couronnes portugaises, tandis que le Portugal obtient un soutien militaire et naval contre l'Espagne et la liberté de culte pour la reine catholique. Le soutien apporté au Portugal vide un peu plus les caisses de l'État. Le 2 septembre 1666, Thomas Fernor termine sa journée de travail et part se coucher. Cet homme n'est autre que le boulanger de Charles II. Son appartement se situe au-dessus de sa boutique de Pudding Lane. Il s'enfonce dans un profond sommeil quand tout d'un coup il est réveillé par une forte chaleur. Il a oublié d'éteindre le four de sa boulangerie. L'incendie se déclare à 2 heures du matin dans son établissement avant de donner naissance à l'un des plus grands embrassements de l'histoire.
Les étincelles qui s'échappent de sa boulangerie mettent le feu aux bottes de paille qui se trouvent dans la cour de l'auberge voisine. Le quartier de Pudding Lane se situe au cœur du vieux Londres et fait figure de dépotoir du marché. Personne ne s'affole face aux flammes dans une ville qui est habituée aux incendies. Le roi Charles II avait d'ailleurs écrit auparavant au Lord Mayor pour qu'il prévienne les incendies. Les incendies sont fréquentes dans la ville surpeuplée construite en bois avec des cheminées à foyer ouvert, ses bougies, ses fours et ses réserves de combustible. Un millier de gardiens ou sonneurs qui patrouillent dans les rues la nuit surveillent les incendies. Des procédures communautaires autonomes sont en place pour faire face aux incendies et habituellement efficaces. Les citoyens à l'esprit public sont alertés du danger, incendie d'une maison par des coups sur les cloches des églises et se rassemblent à la hâte pour combattre l'incendie. Les méthodes de lutte contre les incendies reposent sur la démolition et l'eau. Selon la loi, chaque église paroissiale devait contenir de l'équipement pour ses efforts. De longues échelles, des seaux en cuir, des haches et des crochets à feu pour démolir les bâtiments. Parfois, les bâtiments étaient nivelés rapidement et efficacement au moyen d'explosions contrôlées de poudre à canon. Cette méthode drastique de création de coupe-feu est de plus en plus utilisée. Cette fois, la démolition a été fatalement retardée pendant des heures par le manque de réaction du Lord Mayor et son incapacité à donner des ordres nécessaires. En principe, l'eau est disponible à partir d'un système de tuyaux d'ormes qui alimentait 30 000 maisons via un château d'eau élevé à Cornhill, rempli de la rivière à marée haute et aussi via un réservoir d'eau de source. Il était souvent possible d'ouvrir un tuyau près d'un bâtiment en feu et de leur accorder un tuyau pour pulvériser sur un feu ou remplir des seaux. De plus, le site où l'incendie a commencé était proche de la rivière. Toutes les voies allant de la rivière jusqu'à la boulangerie et aux bâtiments adjacents auraient dû être remplies de doubles chaînes de pompiers passant des seaux d'eau jusqu'au feu, puis redescendant vers la rivière pour être remplies. Cela ne s'est pas produit, car les habitants ont paniqué et se sont enfuis. Les flammes se sont glissées vers le bord de la rivière et ont mis le feu aux roues hydrauliques sous le pont de Londres, éliminant l'approvisionnement en eau courante. Londres possède une technologie avancée de lutte contre les incendies sous la forme de véhicules de pompiers qui ont été utilisés dans des incendies à grande échelle antérieure. Cependant, contrairement aux crochets de feu utiles, ces grandes pompes s'étaient rarement révélées suffisamment flexibles ou fonctionnelles pour faire beaucoup de différence. Seuls certains d'entre eux avaient des roues, d'autres étaient montés sur des traîneaux sans roues. Ils devaient être amenés loin et avaient tendance à arriver trop tard et avaient une portée limitée avec des becs mais pas de tuyaux. À cette occasion, un nombre inconnu de véhicules de pompiers ont été soit conduits à roues, soit traînés dans les rues. Les pompiers ont essayé de manœuvrer les moteurs vers la rivière pour remplir leur réservoir et plusieurs moteurs sont tombés dans la Tamise. La chaleur des flammes était alors trop grande pour que les moteurs restants puissent se trouver à distance utile. À midi, le roi n'est toujours pas averti de la situation. Ce 2 septembre 1666 est un dimanche et personne n'ose le déranger alors qu'il se rend à la messe. La météo est propice aux flammes. Un vent d'est souffle sur Londres et les flammes commencent à se propager à très grande vitesse. L'incendie atteint désormais la Tamise. Les entrepôts gorgés de bois, d'huile, de rhum et de charbon explosent comme des bombes les unes après les autres. Pour remplir plus rapidement leurs seaux, les pompiers coupent les canalisations de cette partie de la ville. L'eau ne circule plus et les flammes ne cessent de se propager. Pendant 4 jours, les flammes ravagent la ville. Au total, 150 hectares partent en fumée, soit 80% de la superficie de la cité de l'époque. Les boutiques installées sur London Bridge s'effondrent. Les étincelles traversent même la Tamise grâce au vent et embrassent d'autres quartiers londoniens comme la City. La chaleur fait exploser des pierres et éclate des sépultures de la cathédrale Saint-Paul. Même la vieille cathédrale gothique n'est pas épargnée. Elle est complètement réduite en cendres à la fin de l'incendie. Son toit en plomb fond et des morceaux de plomb en fusion inondent les rues avoisinantes. La fumée est si noire que Londres se retrouve plongée dans la nuit en plein après-midi. Mardi 4 septembre a été le jour de la plus grande destruction. Le poste de commandement de James Stuart, duc d'York, à Temple Bar, qui était censé arrêter l'avance du feu vers l'ouest vers le palais de Whitehall. Il espérait que la flotte fluviale formerait un coupe-feu naturel, prenant position avec ses pompiers depuis le pont de la flotte jusqu'à la Tamise. Cependant, mardi matin, les flammes ont sauté au-dessus de la flotte et l'ont dépassée.
poussés par le vent d'est incessant, les forçant à courir après l'incendie. En milieu de matinée, l'incendie avait percé la large rue commerçante de luxe aisée de Cheapside. Les pompiers de James Stewart ont créé un grand coupe-feu au nord de la conflagration. Bien qu'il ait été percé à plusieurs endroits, tout au long de la journée, les flammes ont commencé à se déplacer vers l'est à partir du quartier de Pudding Lane, tout droit contre le vent dominant de l'est et vers la tour de Londres, avec ses magasins de poudre à canon. La garnison de la tour prit les choses en main après avoir attendu toute la journée l'aide demandée par les pompiers officiels de James Stewart, qui étaient occupés dans l'ouest. Ils ont créé des coupe-feux en faisant sauter des maisons à grande échelle dans les environs, arrêtant l'avancée de l'incendie. Tout le monde avait pensé que la cathédrale Saint-Paul était un refuge sûr, avec ses murs de pierre épais et son coupe-feu naturel sous la forme d'une large place environnante vide. Il avait été rempli de marchandises sauvées, sa crypte remplie de stocks serrés des imprimeurs et des libraires dans les rangées voisines de Pettenhorsten. Cependant, le bâtiment était recouvert d'échafaudages en bois, subissant une restauration fragmentaire par Christopher Wren. L'échafaudage a pris feu mardi soir. En une demi-heure, le toit de plomb fondait et les livres et les papiers de la crypte brûlaient. La cathédrale fut rapidement en ruine. Le vent est tombé mardi soir et les coupes-feux créés par la garnison ont finalement commencé à prendre effet le mercredi 5 septembre. Charles II intervient d'ailleurs personnellement pour tenter de mettre fin à ce désastre. Il ordonne à ce que des coupes-feux soient organisés en faisant abattre des immeubles, ordre que le Lord Mayor aurait dû donner dès le début. Le roi est lui aussi à Londres lorsque le feu se déclare, apercevant les flammes depuis les fenêtres du palais Saint-James. Finalement, les pompiers et habitants réussissent à en venir à bout, mais la ville de Londres en paye le prix fort. Si les dégâts matériels sont immenses, les pertes humaines sont relativement minimes. Même si le bilan exact des victimes reste inconnu, on sait aujourd'hui que la plupart des habitants ont eu le temps de s'enfuir. Mais 13 200 maisons, 87 églises, la cathédrale Saint-Paul et une partie de la cité sont détruits. Environ 70 000 habitants de la City sur 80 000 ont perdu leur habitation. Ils se réfugient dans des camps de réfugiés levés dans la campagne environnante. L'incendie a été si puissant que le feu continue à sévir des semaines durant dans certains quartiers et certaines caves. Mais le grand incendie de Londres a un côté positif, si on peut dire. Tout comme celui de Rome en 64, la capitale anglaise peut être reconstruite et modernisée, tout en réussissant à mettre fin à l'épidémie de peste qui la rongeait. Si les Londoniens s'opposent à une nouvelle organisation de la ville lors de sa reconstruction, la cathédrale Saint-Paul est quant à elle reconstruite sur un style classique, typiquement attaché au XVIIe siècle, en reprenant le modèle de la basilique Saint-Pierre de Rome. Ainsi, elle devient le plus grand édifice religieux d'Angleterre. Par superstition, une tradition fait également son apparition. À partir de ce moment, les commerces ferment leurs portes tous les lundis. Et pendant ce temps-là, dans le monde, le 20 janvier 1666, Anne d'Autriche, reine de France et mère de Louis XIV, meurt à Paris des suites d'un cancer du sein. Le 26 janvier, la France déclare la guerre à l'Angleterre, alors en conflit avec les Provinces-Unies. Le 31 juillet 1666, la convention de Légonosis, où Jean II Casimir Vasa, roi de Pologne et grand-duc de Lituanie, s'engage à renoncer à toute élection royale anticipée. La Diète polonaise fait échouer le plan de parti français qui vise à désigner le duc d'Enghien comme successeur de Jean II Casimir Vasa. Comme on l'a vu, l'incendie a commencé dans une boulangerie appartenant au boulanger du roi, qui a oublié d'éteindre un four peu après minuit. À l'intérieur des murs, la ville est construite en bois. Les rues étaient très petites, donc la ville s'est vite enflammée. De plus, le vent fort a fait grossir l'incendie. Le 5 septembre, l'incendie s'est arrêté. Deux choses ont permis d'arrêter l'incendie. Les vents forts ont cessé de souffler et les militaires de la Tour de Londres ont mis de la poudre à canon dans l'incendie pour l'arrêter. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.